Bonsoir et bienvenue. On est ravis de cette soirée. Vincent, un grand merci d'être avec nous ce soir pour nous présenter ton film. Qui parmi vous n'a pas vu Les Magnétiques ? Bon, je vous envie parce que vous allez... Moi, c'est la 4e fois que je vais le voir ce soir. Je ne me lasse pas de ce film que je regarde au moins une fois par an. C'est un vrai bonheur. Donc, Vincent Cardona a accepté de nous faire la grande joie d'être le parrain de notre saison 7 d'Aquarium. Donc, ça veut dire qu'il nous a accompagnés à certains rendez-vous. Il est là ce soir pour nous parler de son film, de ses projets, de son parcours de cinéaste. Donc en fait, ça va se passer en 3 temps. On va faire là quelques petits mots, mais assez rapides. La projection, et puis surtout, après, on pourra discuter longuement du film, réagir, poser des questions, tout ce que vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à garder des petits trucs dans votre tête pendant le film. Juste une micro-présentation de toi. C'est toujours bizarre de se faire présenter à 1 mètre, mais voilà, je vais le faire. Dans ce que j'ai réussi à glaner sur Internet. Donc Vincent, tu viens de Bretagne. Je vais passer rapidement sur la partie enfance. La Fémis, un premier court-métrage, plusieurs courts-métrages au titre assez surprenant que je vous donne et qui donne un peu envie d'être découvert. Le premier qui s'appelait Le pénis de Napoléon, c'est ça ? Qui me paraît tout un programme. Le deuxième est très poétique, j'aime beaucoup. Sur mon coma bizarre glissent des ventres de cygnes. Voilà. Et surtout le court-métrage qui a été j'imagine, une étape importante pour toi, qui s'appelait Coucou les nuages, qui est sorti en 2010 et qui avait eu le 2e prix de la Ciné Fondation et qui se concentre du coup en Bretagne autour d'un certain nombre de personnages qui veulent faire une sorte d'exploration spatiale, ou il y a un truc autour de cette question-là. Et dans lequel tu joues l'acteur principal, ce qui est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres projets dans lesquels tu as été, donc dans Coucou les nuages, aussi dans un autre, je ne sais pas si on peut dire, faux documentaire, Duel raté, où tu jouais une sorte de clochard céleste qui essayait d'évangéliser un centre commercial, qu'on avait montré il y a quelques années, qui est un film de Vincent Leport, qui a réalisé Bruno Redal il n'y a pas si longtemps. Je t'avais vu aussi dans le court-métrage Le Dernier des Céfrans, c'est bien ça, oui. Où tu jouais un flic qui mangeait un kebab et qui parlait d'une explosion qui était fort drôle. Et vous allez le voir dans Les Magnétiques si vous ne l'avez pas encore vu. Tu joues aussi un petit rôle qui me semble tout à fait central dans le projet. Donc voilà, donc ça c'est les premières étapes. Et puis donc Les Magnétiques qui arrivent du coup en 2022, 2021 2021, c'est bien ça, où on retrouve un certain nombre de personnes qui étaient déjà avec toi dans Coucou les nuages. J'ai vu qu'il y avait Brice Panko à la photo, c'est ça, donc il y a une vraie filiation par rapport à tes années Fémis, et aussi Marc Benoît, créancier à la production. C'est ça, donc il y a une vraie continuité. Et puis voilà, du coup, premier long métrage qui a eu un certain nombre de prix, qui était à la 15aine des réalisateurs, qui a eu un certain nombre de prix dans certains festivals et qui surtout, du coup, a été le César du meilleur premier film en 2022. Et voilà, je te laisserai dire quelques mots sur le film, juste pour conclure la petite présentation. Du coup, ce que tu nous disais juste avant, suite à ce long métrage, tu as réalisé une série pour Arte, où les 2 premiers épisodes ont été montrés là dernièrement à Lille. Et la sortie aurait lieu, du coup, automne 2023 ou même un peu plus tard. Oui, non, là je viens d'apprendre qu'il projetait de le programmer pour février-mars. Voilà. Ce qui est donc dans 1 an, quasiment. C'est ça. Moi, je trouve ça un peu triste, parce que c'est dans très longtemps, mais voilà. En tout cas, c'est fini. Elle est prête. Donc, je ne sais pas si tu veux nous dire quelques petits mots, pas forcément sur le film en lui-même, mais peut-être un peu sur la genèse ou rien, et on le regarde, comme tu préfères. Non, oui, je préfère pas trop en dire, si ce n'est que c'est un film évidemment important pour moi parce que c'est le premier film que j'ai pu faire, premier long métrage, que j'ai mis longtemps à le faire, et que je suis ravi d'être là, et je suis ravi d'être le parrain aussi pour cette saison de l'Aquarium Ciné Café, et que je suis content de voir qu'il y a du monde ce soir. Je m'attendais honnêtement pas trop à ça, parce que je me disais qu'il y avait un grand week-end et tout, et que voilà, donc je suis super content, et puis j'ai hâte que vous voyez le film et puis qu'on ait l'occasion éventuellement d'en parler un petit peu après, quoi. Ouais. Juste une petite clé pour suivre le film pour les personnes qui ne l'ont pas vu. C'est un film qui s'écoute autant qu'il se voit.
Vraiment, voilà, vous allez vous faire embarquer dans une immersion sonore assez formidable. Et ben voilà, vous savez pas tout. Et justement, c'est ça qui est bien. Donc, bonne projection. Et puis, on se retrouve après pour en discuter. Merci. Je pense que dans le rôle du destin, vous aurez reconnu Vincent Cardona. Damien, vous avez dit sur le rôle central. Ouais, vraiment merci Vincent pour ce beau film. Ouais, vraiment 4e fois, et c'est toujours que du bonheur. Et puis cette musique est incroyable. Oui, donc toi tu joues le rôle du destin, ce psychiatre qui envoie Philippe à la place où il doit être. Et c'est vraiment un beau moment. Vous êtes bien sûr invité à poser vos questions, faire vos remarques. Moi, je vais te poser une première question sur la jeunesse du film. Oui. Qu'est-ce qui donne envie à un cinéaste né en 80 de filmer ces années-là, de se pencher sur cette petite fenêtre de temps qui a duré, peut-être la fenêtre musicale, peut-être 5 ans, mais qui a été un moment important de transition avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, un vieux monde qui disparaît, un autre qui arrive, et tu as vraiment su capter ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie, et surtout, comment tu as fait une reconstitution aussi juste, parce que pour des gens, enfin pour moi, ce qui était ma génération, enfin tu vois, j'ai l'âge des personnages, c'était incroyable. C'est incroyable de revivre cette époque comme tu as su le faire. Donc comment tu as travaillé là-dessus, et d'où est venue l'envie et comment tu as travaillé là-dessus? L'envie est venue parce que c'était un. Donc je commence à écrire le film au moment où je sors de l'école, de la FEMIS. Et à ce moment-là, une des choses qui me tient vraiment à cœur ou qui me semble très importante et pour laquelle je pourrais consacrer un film ou voilà, toute l'énergie nécessaire pour faire un film, c'est ce sentiment d'avoir, en gros, d'être dans que le monde dans lequel je suis né est un monde qui me semble extrêmement loin, extrêmement différent. C'est un sentiment assez simple et très fort que j'éprouve comme ça, de me dire que ce monde des cabines téléphoniques, des cassettes, de l'analogique de manière générale, de l'argentique aussi, c'est aussi lié à mon expérience du cinéma, parce que je rentre à l'école de cinéma en 2006, à l'époque où c'est encore majoritairement argentique, et les tournages et les salles. Je sors en 2010, où la bascule se fait à peu près à ce moment-là. Donc les premiers films que je tourne, je les tourne en pellicule, et mon film de fin d'études, par exemple, c'est un film qu'on a tourné en numérique. Donc peut-être ça joue dans ce sentiment-là, mais donc l'idée c'est d'essayer d'essayer de parler de ça, d'essayer de parler, de faire un peu de parler de ce sentiment, qui est un sentiment qui ne se résume pas à une forme de nostalgie, mais qui est un sentiment une forme de déchirure quand même, ou en tout cas qui est assez proche du deuil, voilà. Donc c'est plus proche une personne qu'on a aimée et qu'on ne reverra plus, et ça arrive à tout le monde. Et là il y a une dimension un peu collective, comme si c'était une époque qui ne reviendra plus. Bon, après on est dans une autre époque qui est fantastique aussi. Mais cette idée-là, voilà, d'essayer de faire et après, déjà d'en parler. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde au scénario, parce que j'avais besoin d'en parler avec des gens, des scénaristes de ma génération, donc des gens qui ont le même âge que moi, c'est-à-dire qui naissent au début du film. C'est quasiment, moi je nais au moment de la première image, quasiment. Donc des gens qui partagent cette expérience-là, c'est-à-dire avoir un pied dans le monde analogique et un pied dans le monde numérique. À la différence effectivement d'une génération, de la génération dont je parle dans le film, qui est la génération, à mon endroit c'est plutôt
des amis que j'ai connus, des cousins qui sont plus de cet âge-là. C'est pas la génération non plus de mes parents, c'est un peu une génération intermédiaire. Donc de parler avec des gens de mon âge, de ce sentiment-là, et ensemble, je leur ai demandé en gros s'ils voulaient bien m'aider à essayer d'écrire une histoire qui puisse fonctionner donc à cet endroit un petit peu bizarre, presque métaphorique, comme une sorte un peu de conte ou de mythologie moderne qui prendrait en charge dans une histoire absolument dans ses affects, une histoire d'amour, une histoire de deuil, mais qui véhiculerait d'une manière un peu bizarre et étrange ce sentiment qui est un sentiment un petit peu plus global, qui est ce dont je viens de parler. Un sentiment un peu fantasmé comme un souvenir. Et du coup, sur la reconstitution, mon endroit de reconstitution n'est pas documentaire. Et c'est par exemple, beaucoup des éléments scénaristiques sont liés à soit directement ma propre histoire, soit des histoires de gens très proches de moi. Tout se joue pour moi dans le bled d'où je viens, qui est en centre-Bretagne, vraiment de campagne profonde. Et éventuellement pas très loin de Saint-Brieuc, il y a des histoires, voilà, c'est ce coin-là des Côtes d'Armor, quoi, Saint-Brieuc, tout ça. Donc c'est très localisé, c'est très ancré, mais j'ai précisément pas voulu tourner ça là-bas et de déréaliser cet espace-là, de déréaliser un peu tout, parce que mon endroit de reconstitution n'est pas celui de quelqu'un qui reconstitue quelque chose qu'il a bien connu, ni celui d'un historien qui voudrait être précis par rapport à la reconstitution, mais je voulais, moi, être fidèle à mon lien à moi authentique à cette époque, c'est-à-dire celui d'un bébé, d'un tout petit, de quelqu'un d'avant le langage. Voilà. Et on a tous, c'est-à-dire c'est vraiment cette idée de le rapport qu'on a au monde quand on arrive. Et on a tous un lien comme ça à une époque, qui est une époque à laquelle on ne participe pas en tant que petit être humain qui débarque, mais on a des repères émotionnels et sensitifs, sensoriels, qui sont des choses qui nous habitent profondément. Et donc moi, c'est ça que j'ai aussi. Alors parce qu'après, donc ça c'est plus de la mise en scène vraiment de l'écriture du scénario. Donc c'est plus l'équipe de tournage. Et donc pareil, cette équipe, c'est beaucoup pareil. C'est en fait uniquement des gens un peu de ma génération. Donc on a pu partager ça. Et donc on a essayé d'être de retourner à la source de ces émotions-là, de ces sensations, et d'essayer de les restituer dans l'image, les matières, les accessoires, les costumes et le son, les sons, voilà. Avec des choix techniques d'ailleurs qui portent ces intentions. Alors pourquoi le scope aussi, je voulais te demander. Ouais. Alors le scope, je pense, participe de cette idée justement d'assumer une forme de grande fiction, de faire du cinéma de ce monde-là, d'assumer une forme d'onirisme. Et après, la technique, moi j'étais persuadé qu'on allait tourner en argentique parce que c'était le support qui me semblait le plus à même de restituer une poétique qui est pour moi très précise, qui est celle de mes photos d'enfance, c'est-à-dire de ces photos argentiques qui ont un petit peu vieilli, mais c'est pas de la grande photographie, mais il y a simplement dans le support, il y a une manière qu'a l'argentique, la petite pellicule, de capturer quelque chose des dynamiques de lumière, de profondeur de champ qui est très, très touchante. Et donc j'étais persuadé on est d'abord parti sur un travail avec de l'argentique. On a fait des essais avec Brice Panco, dont tu parlais tout à l'heure, chef opérateur, et qui est un vieux copain. Et en fait, j'avais le sentiment de mentir ou de singer ou d'utiliser quelque chose dont j'avais pas le droit d'utiliser. Alors ça, c'est comment expliquer ça, c'est difficile. Mais en gros, de refaire un film comme si c'était un film de l'époque, alors qu'on n'était plus du tout à cette époque-là. Et à partir du moment où on a travaillé, on a fait des essais avec un boîtier, un corps caméra numérique
et des optiques qui, elles, pour le coup, sont des optiques analogiques, enfin en tout cas des optiques de cette époque-là, des optiques vintage, un peu cabossées avec on va dire leur singularité, leurs défauts. Des vignettages très particuliers. Là, j'étais vraiment exactement au bon endroit, c'est-à-dire, oui, bien sûr, on assume le fait qu'on est sur cette rive-là et qu'on regarde de ce côté, du côté de cet autre monde. Et bien sûr qu'on refabrique tout. Et j'étais beaucoup plus à l'aise. D'un coup, on était en osmose avec les comédiens, avec les costumes et avec tous ces efforts de fabrication, de reconstitution de films d'époque, au fond. On assumait pleinement cette dimension-là. Et ce qu'on peut percevoir du coup dès le début du film, puisqu'on voit des images filmées, quoi. Oui, alors donc il y a vraiment cette idée-là absolument. tout de suite de filmer la télé, donc en plus en noir et blanc avant que la couleur arrive. Ouais. Du coup, ça, j'imagine que c'était très pensé et très voulu tout de suite pour justement avoir ce regard rétroactif, voilà, du présent vers le passé, mais où on filme plus l'image d'un passé que le passé réel, où il y aurait la nécessité d'être dans quelque chose de très documentaire. Enfin, j'ai l'impression que ça se joue d'entrée, en fait. Ça. Oui, je pense qu'il y a une notion un peu, on va dire, astucieuse ou de construction vraiment assumée, où effectivement, à partir du moment où on commence dans une image un petit peu dégradée, et qui est une image qui, en elle-même, dans sa texture, évoque immédiatement justement le souvenir, et donc nous aide à faire ce déplacement un petit peu temporel. Mais après, il y a aussi, et peut-être c'est encore plus important, c'est que la caméra qu'on utilise pour faire ces images-là, c'est une caméra Bauer qui se trouve être ça dépend de quelle, c'est une sorte de caméra argentico-numérique qui enregistre sur une pellicule, mais un format vidéo. Et donc c'est pour ça on la voit d'ailleurs, il a une sacoche qui transporte avec lui. Donc c'est les premières caméras vidéo d'une certaine manière, en tout cas démocratiques, accessibles à peu près au grand public, même si là il y a une petite torsion. Et elles ont ceci de particulier, c'est qu'elles sont en noir et blanc, et puis elles ont une image qui laisse, elles n'ont pas le même système de balayage pour les hautes et les basses lumières. Donc tout ce qui est un peu en gros blanc reste comme une sorte d'image un peu fantomatique. Donc dans les panneaux, par exemple, les visages ont comme s'ils traînaient un petit peu, quoi. Et donc là, il y a quelque chose qui collait très très bien à ce sentiment de souvenirs, d'images qui ne partent pas tout à fait, quoi, ou qui ont du mal à partir. Et avec malgré tout aussi l'idée de commencer par l'une des images iconographiques des années 80, à savoir le moment où Mitterrand, iconique, arrive à la télé. Et avec cette idée où, enfin, du coup, moi j'ai l'impression d'entrer, tu nous montres cette image, ok, comme ça c'est bon, on sait où on est, limite on peut se projeter, même si on l'a pas vraiment vécu, ça fait partie de l'inconscient collectif, quoi. Mais pour très vite aller voir les personnages, c'est-à-dire de partir de l'image, ok, c'est ça les années 80 telles qu'on les connaît. Ce micro fait beaucoup de bruit. Mais comment on va aller, toi, chercher un espèce de hors-champ aussi, peut-être, de ce truc-là, à savoir, effectivement, la campagne bretonne des années 80, tout ça, quoi. Oui, et c'est une image qui est un peu redoutable parce qu'elle a été énormément utilisée dans la fiction française. C'est un moment parce qu'il a beaucoup d'angles, donc il intéresse beaucoup de gens pour plein de raisons différentes. Donc on l'a beaucoup vu, donc c'est très compliqué d'utiliser. Et en même temps, évidemment que ça m'intéresse d'en faire quelque chose. Donc j'y reviens 2 fois. C'est pas comme si... Mais c'était une image absolument indispensable parce qu'en plus c'est une des premières images pour le coup numérique qui fait partie de notre inconscient collectif. Donc en termes sur ce que une sorte de sous-texte un peu du signal technologique, pour moi c'était très important de la poser, d'en faire quelque chose. Donc c'est même la première image du film, c'est une des sortes d'infographies de l'époque, mais Minitel, on va dire, sur l'abstention. Et puis après, il y a le visage de Mitterrand. Mais c'est vrai que j'aime mieux la deuxième apparition de l'image de Mitterrand, puisqu'elle est beaucoup plus prise, puisqu'il y a une sorte de petite boucle. Hein. En gros, on commence avec cette élection. Et puis après, il y a la voix off qui remonte un petit peu dans le temps.
Et puis ensuite, on retrouve le moment de l'élection, quoi. Et le moment où on retrouve l'élection, c'est le moment où il vient de demander à son frère, ils sont en train de fumer un joint tous les deux, et il lui demande comment ça se passe un peu avec Marianne, et il comprend que ça se passe bien, et que bon, il n'y a pas d'espace pour lui là-dedans, et sur son visage qui comprend ça, qui prend acte de ça, vient se substituer d'une certaine manière le visage de Mitterrand. Et là, pour moi, c'est déjà exactement ça ce qui se passe au début, mais là, je trouve que c'est plus simple, c'est plus net. Et c'est l'idée que, un peu que ce visage de Mitterrand ne soit pas lié à une victoire, mais plutôt lié à la sensation qu'on a aujourd'hui de cette victoire-là. Et donc, quelque chose un petit peu, évidemment, d'un peu d'amertume par rapport à ce que pouvait promettre l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, avec l'idée de la reprise de la phrase de Rimbaud, de la promesse de changer la vie, en tout cas. Et donc, évidemment, il n'y a pas... on n'a pas... La révolution. Mais Bob Marley meurt dès le lendemain, quoi. Donc voilà, on le sait tout de suite, quoi. Exactement. Du coup, nous, on a des milliards de questions, mais peut-être que vous aussi, vous en avez plein. Donc, si vous avez envie de poser des questions ou de réagir, juste comme il y a une petite capta et pour que le son soit bon, il faut, pour une fois, que ça soit un peu moins spontané que d'habitude. Donc, il suffit que vous leviez la main et Samy va venir à vous avec le micro et ça sera formidable. Est-ce qu'il y aurait des premières questions? Ouais, j'en vois une. Merci déjà, c'est super. Enfin, moi, je découvre le film ce soir et un énorme coup de cœur. J'avais une question sur le moment où, juste avant qu'il passe à l'antenne à Berlin, il est dans le bac à disques et il prend un disque. Enfin, il en regarde un, il en prend un autre. Et celui qui prend, j'ai l'impression que c'est Schoenberg. Et je voulais savoir quel était le clin d'œil. Est-ce que c'est juste par rapport à la mise en scène qu'il fait derrière, ou est-ce qu'il y a autre chose? Non, ouais, mais c'est l'autre Schoenberg. Parce qu'il y a Schoenberg, le compositeur, enfin le grand Schoenberg, et l'autre grand Schoenberg, mais le moins grand. Claude Michel. Voilà, Claude Michel Schoenberg, qui est l'auteur de Le Premier Pas, une chanson plutôt de variété. Donc qui est la chanson qu'on entend quand elle lui coupe les cheveux, qui est le moment romantique du film quand même. Il y a une jolie scène et il le retrouve et il va glisser ça dans cette scène, dans cette composition sonore qui va. Oui, c'est ça, exactement. Et justement, de la chance. Cette scène-là, comment elle a été conçue et tournée, parce que c'est complètement dingue. L'enchaînement, elle a été très répété ou Oui, là c'était effectivement une scène pour nous qui c'était compliqué parce qu'au scénario on n'était pas très aidé. On savait que il fallait qu'il utilise sa virtuosité ou son rapport très singulier avec le son et avec la technique, qu'il utilise cette technique-là pour dire quelque chose ou faire un signe, puisque c'est ça l'enjeu, là, c'est de faire un signe à Marianne, en l'occurrence. Et donc, nous, on avait juste écrit au scénario, dans un premier temps, qui bidouillait des trucs, et ça passe, et voilà. Et après, quand il faut le faire, on se dit, bon, alors qu'est-ce qu'il fait concrètement ? Et donc, pour moi, c'était important que c'est un peu comme au début quand il fait le jingle avec Marianne, c'est-à-dire de trouver un peu ça n'a jamais été pour moi Philippe Bichon, donc personnage, comme vous avez pu le voir, il a un côté burlesque, et en même temps je suis très attaché à ce personnage. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune espèce de distance ironique, mais il a, pour moi, c'était pas un grand musicien. C'est pas un génie, c'est pas un électro-acousticien, quoi. C'est pas un musicien. Voilà. Mais c'est pas non plus. Mais il fait quand même des trucs. Il enregistre des sons. C'est une oreille, comme on dit. C'est une oreille, voilà, exactement. Il se rapprocherait de quelqu'un comme peut-être Yann Parentoen dans son rapport au son, même s'il produit pas, quoi. Il produit pas. Donc là, il fallait trouver ce truc-là. Et donc on s'est dit, nous, on est parti assez concrètement, finalement,
on a listé des idées comment dire, de choses qu'on pouvait diffuser, de sons, mais qui pouvaient avoir un intérêt visuel. Donc tous les trucs de son qui pouvaient avoir un intérêt visuel. Donc typiquement, on est arrivé assez vite sur l'installation par exemple de Steve Reich, la Pendulum, où il fait balancer des micros au-dessus d'une sorte de bande enceinte comme ça génère des larcènes. Et puis on a eu plein d'idées comme la tasse, le micro qui enregistre juste l'espèce de rush de pellicule qui frise et qui fait du bruit. Enfin bon, plein de trucs. Et puis après on a choisi là-dedans. Et ce qui était important pour moi, c'est qu'on puisse le faire en vrai. Parce que justement, je voulais pas que ça soit trop facile ou trop spectaculaire ou un son incroyable. En fait, c'est toujours un peu bricolé. C'est pas complètement fou ce qu'il fait, mais je crois que lui, il y croit tellement, et nous, on vit aussi qu'il se passe un truc, et j'ai l'impression qu'on est un peu derrière lui. Et après, on essaye de magnifier quelque chose qui est assez simple et assez bricolé et pas forcément incroyable, mais parce qu'on y croit et parce qu'on y met là-dedans du sentiment, on va le filmer comme quelque chose de très spectaculaire, quoi. Donc on a trouvé l'espèce de performance. Timothée Robard, qui joue le personnage de Philippe Bichon, s'est entraîné à faire son petit numéro. Donc bon, après c'est pas ultra compliqué en vrai, mais il fallait qu'il puisse le faire plusieurs fois. Et puis une fois, donc après on avait un découpage. Enfin, j'ai découpé assez précisément cette séquence-là parce que j'avais une journée pour la tourner plus d'autres trucs. Et après, évidemment, en post-production, en montage son, on est revenu dessus et on l'a augmenté. Voilà. C'est pas le son du tournage uniquement. Et un peu pour rester sur la musique, on peut imaginer que l'un des gros boulots autour du film, ça a été de créer cette BO, donc ces choix de musique, avec, j'imagine, des contraintes financières aussi au milieu de tout ça. Est-ce qu'on est quand même assez proche de ta BO idéale pour ce film? Voilà, est-ce que tu as bossé déjà tout seul là-dessus? Enfin, concrètement, comment on bosse sur un film là-dessus? Est-ce que tu es accompagné par quelqu'un? Enfin, voilà, comment ça s'est dépatouillé tout ça? Eh ben, comme on savait qu'il y aurait des impératifs comme ça de budget un peu serré forcément, j'ai retardé vraiment le moment de choisir ça au moment du tournage. C'est-à-dire qu'au niveau du scénario, on mettait vraiment des sortes d'indications qu'on savait que très probablement on n'aurait jamais, genre du David Bowie, du Bob Marley, des choses comme ça. C'était quasiment sûr qu'on ne l'aurait pas. Et puis au fond, c'est pas ce qui moi m'intéressait le plus. En tout cas, c'était pas inintéressant d'avoir des musiques préexistantes qu'on connaissait vraiment, mais je savais que ça allait pas être le plus grand nombre des titres qu'on allait utiliser, quoi. Et après, moi, j'avais déjà toute une sorte d'énorme banque de playlists. En fait, j'avais des playlists par rapport au film, j'avais des playlists par rapport au moment du film, aux différents moments, et ensuite j'avais des playlists par personnage que j'ai utilisées avec les acteurs, notamment parce que c'est des jeunes acteurs qui sont vraiment d'une génération où c'est typiquement des musiques qu'ils connaissent assez mal. Enfin, Joseph Oliven, qui joue Jérôme, connaissait assez bien finalement, il était assez surprenant. Et donc après, on a beaucoup échangé autour. Je leur ai donné des playlists, je leur ai dit, bah voilà, Joseph, il écoute ça. Philippe, il écoute ça. Ils écoutent pas forcément exactement la même musique. Marianne, elle écoute ça, etc. Et puis après, il y avait énormément de backstory sur les amis qui ont un peu fondu au montage. Il y avait un peu plus de substance, donc c'était des personnages qui existaient un peu plus. Donc pareil, ils avaient à peu près chacun leur playlist. Donc tout ça, ça faisait beaucoup de musique. Et après, je travaillais avec Thibaut de Boën, le superviseur musical, qui lui se charge en gros de la négociation, mais qui a aussi un rôle de conseil. Et les superviseurs musicaux interviennent quand on a un titre, que c'est trop cher, et ils vont faire des propositions de choses qui potentiellement ressemblent un petit peu, mais qui sont abordables, qui sont dans nos cordes. Et après, je dois dire quand même que sur ce film, c'est un premier film, on avait quand même un budget assez conséquent,
alors c'est de la reconstitution, donc ça coûte cher, mais on avait un peu plus de 3 millions d'euros quand même pour le faire, ce qui est rare pour un premier film. Et on avait un budget musical quand même très important, puisqu'on était, je ne sais plus exactement à combien on finit, mais je me souviens d'une enveloppe autour de je ne sais plus exactement, mais je crois autour de 70 000 euros pour les droits. Ce qui nous permettait quand même déjà pas mal de choses, quoi. Mais le truc qui était vraiment important, c'était pour moi d'essayer d'aller trouver des musiques qui étaient vraiment des musiques on va dire de l'avant-garde et qui allaient restaurer au moment du film l'incroyable, tu parlais de cette petite fenêtre de création musicale à ce moment-là, effectivement l'incroyable effervescence, l'incroyable niveau d'inventivité de cette période. Voilà. Alors là, on a une main qui se lève ici, devant. Merci. Magnifique film. Super bon moment. Beaucoup d'émotions, en fait. À la fois un truc assez triste et touchant et à la fois très drôle. Donc merci beaucoup, c'était un super moment. J'avais une question par rapport au personnage. Donc tu as réalisé, mais tu écris aussi. Ouais. Et vous êtes 6. Oui. Et c'est quoi, toi, ta relation avec les 3 personnages, Philippe, Jérôme, Marianne? Comment tu arrives à les caractériser alors que vous êtes 6? Est-ce que toi, tu les connais, entre guillemets? Enfin, est-ce qu'ils font partie de ton entourage? De quoi tu t'es inspiré pour les créer? Et cette histoire d'être 6, comment on fait pour créer des personnages à 6? Ouais. Bah, au fond, ça change pas grand-chose, je crois, d'être 6, par rapport à ce qui se pratique beaucoup, qui est souvent d'être 2. Et en fait, quand on est 6, je veux dire, l'écriture, c'est un temps d'échange. Alors, sauf quand on écrit seul, finalement, c'est assez rare. Souvent, il y a, à un moment donné de l'écriture, une personne avec qui on va en parler, quoi, au moins, quand ce n'est pas de la coécriture. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments de discussion. En gros, on est autour d'une table, qu'on soit 2 ou 6, ça ne change pas grand-chose. On discute de la situation. Moi, j'ai bien aimé cette expérience parce que, alors on n'était pas 6 autour de la table, en fait on était 4, ensuite il y a un autre scénariste qui est arrivé, et puis après, il y a eu différentes phases d'écriture. Mais pour simplifier, on parle de la situation, et c'est très riche parce qu'on est plus nombreux, et je dois dire que on s'approche des personnages comme on s'approche des situations progressivement. Mais on se dispute l'intimité avec les personnages d'une certaine manière. Et c'est dans cette dispute-là qui gagne en précision. C'est-à-dire, en gros, c'est des phases de pardon, mais Kader, il ferait jamais ça. En gros, c'est ça le truc. Et donc, on va dire, comment dire, on est assez vite convaincu. Et assez vite, il y a un personnage, il y a un caractère qui se dégage et qui convainc à peu près tout le monde. Après, c'est pas vraiment non plus de la coécriture horizontale, dans le sens où c'est vraiment... encore une fois, moi j'assumais un rôle de direction d'écriture quand même. Je leur demandais encore une fois de m'aider à écrire cette histoire que j'avais en moi. Alors c'est pas tant l'histoire que j'ai en moi, mais j'ai une sorte de petite nécessité, et l'histoire doit être au service de cette petite nécessité. Et donc c'est un peu, c'est pas de la science exacte, mais en gros le travail avance, et moi je regarde, je suis là, ouais, si ça me semble être dans la bonne direction. Voilà. Mais en gros, effectivement, je ne sais plus exactement l'expression que tu as utilisée, mais oui, on aime ces personnages. Donc c'est vraiment cette idée-là, et d'essayer d'être au plus juste. Après, plus ce travail-là il est honnête, l'écriture, plus la direction d'acteur elle est simple, parce que le personnage existe très fort. Donc après, dès qu'on en parle avec
la comédienne ou les comédiens qui vont les incarner, ils sentent très vite ça. Ça permet d'être beaucoup plus clair, de partager quelque chose de beaucoup plus concret, donc de transmettre plus facilement, quoi. Et justement, parce que ce moment où les personnages vont échapper à toi qui les as créés, au moment où ils sont incarnés par les acteurs qui se les approprient, comment s'est passé le casting surtout pour les 3 principaux acteurs? Oui, ça a été compliqué de les choisir, surtout peut-être Joseph, qui est un personnage fort. Alors oui, ce qui était compliqué, c'était de réussir à trouver les 3. Voilà. Et Timothée, j'ai mis du temps à le trouver, l'acteur qui joue Philippe, parce que Philippe, j'avais cette... bon, après, en vrai c'est toujours ce truc d'un moment donné, il y a une forme d'évidence. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a une évidence? C'est comme dans une histoire d'amour. Est-ce que les deux sont prêts au bon moment? Ou alors, vraiment, il y a une personne qui devait faire ce rôle et qui rentre dans la pièce, et je ne sais pas. Mais en tout cas, je voulais que... pour moi, c'était très précis, Philippe. C'était ce qu'on voit au début, en gros. C'est-à-dire quelqu'un qui fait partie du groupe, mais qui est effacé, qui est sur le côté. Voilà. Et pourtant, il fallait que ce soit lui qui attire le regard. Donc ça, c'était hyper compliqué. C'est-à-dire avoir un Jérôme, grand frère, solaire, vraiment... il fallait qu'il nous manque, qu'on n'en ait pas assez, donc que ce soit quelqu'un de très... comment dire, qu'il n'y ait pas de doute sur le fait que toute cette petite, ce royaume un peu issu de l'enfance, du début des jeunes adultes, on comprend que c'est le personnage central, qu'il règne un petit peu, qu'on sente cette force-là chez lui, et que du coup le frère est un peu satellite, un peu dans son ombre, comme une sorte de plante qui ne peut pas tellement pousser parce qu'il y a un arbre un peu qui lui fait de l'ombre. Et malgré ça, il fallait qu'en termes de magnétisme, si ce n'est de charisme, qu'il y ait vraiment une curiosité à l'endroit de celui qui est effacé, quoi. Et que cette curiosité soit supérieure au charisme de la figure centrale. Donc bon, je m'étais... si on se dit les choses comme ça, et c'est comme ça que je me les disais, forcément c'est compliqué, quoi. Parce que du coup, on regarde, j'ai envie de le regarder, et après, lui, oui, mais là, j'ai envie plus de regarder lui, etc. Bon, donc c'était bizarre, mais à un moment, quand je rencontre Timothée, ça me semblait complètement évident, parce que c'est effectivement quelqu'un de très naturellement très doux, et plutôt dans un truc de retrait, mais qui est magnétique, vraiment, parce que il est très curieux. Il est très curieux et très beau, mais à un endroit un peu, je sais pas, très délicat. Donc voilà. Et je me souviens que quand... Et Marie Colomb, qui joue le personnage de Marianne, c'était très compliqué pour une autre raison, qui est un peu ridicule, mais c'est comme ça. C'est que le film, du coup, j'ai mis 10 ans à le faire. Et quand je faisais les courts-métrages dont tu as parlé tout à l'heure, je tournais beaucoup avec une comédienne complice avec qui je continue de travailler, qui s'appelle Mathilde Bisson. Et vraiment, le rôle de Marianne avait été pensé pour moi dans ma tête. C'était Mathilde qui devait faire ce personnage de Marianne, quoi. Et après, en fait, le temps que le film se fasse, elle était trop vieille et elle pouvait plus. Donc c'est elle qui joue l'espèce de faux psychiatre de fin de ménage avant, dans cette scène ultra cruelle pour elle, du coup, puisqu'elle n'avait pas le même rôle, le rôle escompté, quoi. Et bref, et du coup, c'était dur de trouver une autre Marianne. Et je me souviens que quand les 3 ont été réunis, donc Marie, Joseph et Timothée, j'étais là avec... c'était même pas une caméra, je pense que c'était un téléphone. Je les filmais un petit peu comme ça. Je leur avais demandé de passer de la musique. Bon, de toute façon, personne n'est dupe, ils savaient très bien que... Mais je leur ai dit, voilà, c'est pas des essais, quoi. Et donc, évidemment,
ils discutaient comme ça, et ils parlaient de la musique qu'ils étaient en train de passer. Et c'était c'était évident qu'il y avait un truc d'attirance, d'excitation, mais aussi vraiment d'espèce d'alchimie, une rivalité sans qu'il y ait vraiment, sans être un peu dans une sorte de vulgarité, du triangle amoureux ou d'évidence, tout ce qui me faisait très très peur dans ce scénario en fait. Il n'y avait pas du tout ça, il y avait plutôt quelque chose plutôt du côté de Jules et Jim, si on veut essayer de dire quelque chose du jeu qu'il peut y avoir entre eux, machin, un côté un peu ludique et assez léger. Et en même temps assez intense. Et j'étais là en train de les voir les trois et je me disais mais enfin voilà, on partirait quel que soit. Au fond, j'étais sorti de toutes les problématiques. Avec ces trois-là, quelle que soit l'histoire, c'était intéressant. Ça fonctionnait, ça circulait. Voilà. Donc après, c'est aussi peut-être que moi j'étais prêt à ce moment-là. Alors, il y a une question juste là. Ouais, j'ai beaucoup aimé le film, c'était super, vraiment trop bien. J'ai juste une question sur l'absence de la mère. Oui. Le but, c'est ramener un peu de charge mentale sur le personnage principal, sur ce côté qui a du mal à lâcher prise parce que la mère n'est pas là. Enfin, je voudrais comprendre le process de l'absence de la maman. Alors, j'ai pas forcément une réponse très assurée par rapport à ça. Simplement, ce qui m'intéressait dans cette maison un peu, encore une fois, très réelle et en même temps un peu fantastique, quoi. C'était une maison d'hommes. C'était une maison de garçons avec trois figures un peu de masculinité un peu différentes, avec aussi trois générations. Pour moi, je ne savais pas faire de place à la figure maternelle, à la mère, qui me semblait venir parasiter ce qui me semblait être le plus intéressant, cette espèce de famille dysfonctionnelle, un peu de bélier qui se rentre dedans, qui n'arrive pas à se parler, vraiment il n'y a pas de dialogue possible. Et je trouvais que c'était plus épuré, plus simple. Donc on a évacué comme ça un peu la figure de la mère. Et c'est vrai qu'il y a presque un côté flottant, parce qu'au début on pense qu'elle est morte avec l'évocation avec les photos. Donc finalement on comprend, ah non, elle est avec un con, elle lui dit au bas de le bon, donc bon, elle n'est pas morte. C'est un peu flottant, c'est vrai. Mais oui, pour moi les trois hommes dans cette maison, c'était vraiment le père, c'est la génération, la génération d'avant, quoi. C'est l'ancien monde, mais débarrassé de tout ce bazar dans lequel on commence à rentrer, on rentre bien à cette époque-là et dans lequel on est encore aujourd'hui, c'est-à-dire ce sentiment d'un ancien monde qui part, d'un nouveau qui arrive, enfin cette idée-là, quoi. Lui, il est il est paumé, enfin il est pas dans ces problématiques-là, et il incarne une forme de patriarche qui est face à peu déboussolé face à une sorte de jeunesse qui se cherche. Il comprend pas grand-chose là-dedans. Il est maladroit, il est brutal, voilà. Et les deux frères, pour moi c'est très clair. C'était en gros le grand frère, c'est il n'a pas envie, il sent le monde qui change, en gros, et lui, ça ne lui dit pas du tout. Il est héritier des années 70, de ses promesses, et il n'a pas envie du tout. Voilà, il n'a pas envie de basculer. Il a une forme de réticence très très forte comme ça à basculer dans la modernité. En gros, on va dire les jeunes gens modernes, pour reprendre l'expression de l'époque. Alors que le petit frère, lui, il est déjà complètement dans tout un ensemble de problématiques qui vont être des problématiques qui vont continuer de s'affirmer jusqu'à les années 80. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais le grand frère, fait quand même partie des précurseurs des radios, on appelait ça pirate ou libre à l'époque. C'est-à-dire qu'il s'est quand même emparé de ça. Et Oui, mais tout à fait, mais dans un style qui est un peu de nos futurs, quoi. Enfin, il le dit, pas nos futurs dans le côté punk, mais dans le côté, tu vois, l'intro qu'il fait à la radio au début, où il y a le côté, dans cette décennie, tout devrait changer, mais comme d'habitude, rien ne changera.
on voit qu'il y a une espèce effectivement, de romantisme un peu années 70, mais très autodestructeur, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, quoi. On sent que sa manière de parler de Ian Curtis et tout ça, bien sûr, c'est pas juste c'est pas un vieux fan de Pink Floyd qui peut pas entendre pas une boîte à rythme et tout ça. Non, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais c'est peut-être moi une grande référence, c'est Passe ton bac d'abord, le film de Piala, où je trouve que d'un point de vue, et c'est souvent vestimentairement que c'est comme dans les choix de musique et les fringues, la jeunesse s'exprime beaucoup, se choisit, comment dire, se délimite des territoires aussi beaucoup par rapport à ça. Donc pour nous, les costumes, c'était vraiment passionnant. Et dans Passons bac d'abord de Piala, qui est un film qui date précisément de cette époque-là, en gros de 78. On voit que, et je pense que ça leur échappe, parce que simplement il prend des jeunes contemporains de cette époque-là, il les filme à leur endroit. On voit qu'il y a vraiment ces deux bandes, ceux qui sont vraiment des années 70 et ceux qui déjà s'habillent de manière un petit peu années 80. Et c'est là où pour moi il y avait un peu une démarcation des deux frères, quoi. Ceux qui vont rester, ceux qui vont partir. Aussi, ça c'est Et avec l'ami de Berlin, celui qui l'introduit dans la radio, qui lui, me semble effectivement la définition de celui qui va peut-être lancer Radio Nova, ou qui lui va prendre de plein pied la culture des années 80, une sorte de modernité et une sorte de légèreté, et aussi pas beaucoup d'inquiétude par rapport au capitalisme, au libéralisme, au marché. Il y a une espèce d'appétence. Je trouvais que ça faisait une belle symétrie aussi entre le frère et l'ami, quoi, par rapport à ça. Alors, 2 questions, très bien. Bonsoir, merci aussi. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'avais vu le film en DVD la première fois. Donc, je suis très heureuse de le voir comme ça avec le son, parce qu'effectivement, la bande-son est très importante. Moi, 4-5 ans près, je suis de cette génération-là, donc j'ai revu, mais ce n'est pas de la nostalgie, c'est une énergie. Vraiment, j'ai retrouvé une énergie. Pareil, j'ai connu Radio Bellevue à Lyon quand ça a commencé, toutes ces musiques, tout ça. Donc merci, c'est un grand moment. Et puis c'est vrai que ça fait... J'avais oublié l'armée, moi. Enfin, c'est un des premiers films que je vois des années 80, parce qu'il y en a sur ces années, mais on parle rarement de l'armée. Et je me suis souvenu, oui, moi aussi, j'ai eu un chéri qui est parti à Metz. On allait tout attendre nos chéris sur le quai de la gare quand ils rentraient en perme. Voilà, où il y avait dans le train tous les rythmés par les permes de nos amoureux. Voilà, et quand on prenait le train le week-end, c'était plein de bidasses, quoi. C'est ça. Enfin voilà, et j'avais oublié, en revoyant le film, je me suis dit, ah mais c'est vrai, on n'en parle plus, mais non, mais personne n'en parle. Enfin voilà, bref. Mais tout ça pour dire... tout ça pour dire que moi, j'avais une question sur la scène d'amour entre Marianne et Philippe. Je la trouve très très belle. Elle est suggestive, on voit rien, et en même temps, enfin, je veux dire, on voit beaucoup, mais c'est suggéré, et puis je la trouve forte. Et je trouve aussi dans la féminité que c'est la femme, voilà, qui est entreprenante, enfin, qui le guide, et je la trouve très très belle. Et je voulais te poser la question justement sur la direction, parce que c'est pas facile de diriger des acteurs sur des scènes comme ça. Oui. C'est vrai que souvent les scènes qui sont un peu compliquées comme ça potentiellement, ou quand par exemple on doit aller chercher dans le texte des émotions qui sont un peu fortes, ou un peu on est en plein milieu de la nuit, il fait froid, et c'est souvent c'est pas mal de les aborder avec au contraire un peu pas du tout à l'endroit de la scène. Là, en l'occurrence, je me souviens très bien de cette nuit-là, et Timothée et Marie nous ont vraiment facilité le truc. D'ailleurs, déjà, peut-être, moi je peux commencer, c'est que il me semble important, sur les scènes de nudité, de manière générale, je crois que c'est très important d'être vraiment dans le dialogue très clair, très transparent sur ce qu'on va faire. Donc bien en amont, dès le moment des lectures, on a eu une discussion où moi je leur ai dit, bon écoutez, voilà, moi, donc vous avez vu dans le scénario, les acteurs, c'est des trucs, c'est tout de suite, ils ont bien pointé les scènes qui vont être potentiellement un peu compliquées. Et donc je leur ai dit sur cette scène-là, en l'occurrence ce que moi je voyais en termes d'image,
ce que je voyais aussi de leur corps. Et je leur dis, voilà, maintenant, moi, j'aimerais bien ça, mais dites-moi, vous, si c'est trop, si c'est pas assez, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Mais en tout cas, donc c'était hyper clair ce qu'on allait faire. Donc déjà, ça met dans un truc où on sait exactement ce qu'on va faire, les plans qu'on va faire. Il n'y a pas de surprise. Et puis après, eux, ils arrivaient et ils étaient très drôles. Ils avaient mis une sorte de petite enceinte portative avec une musique un peu débile, genre Barry White ou je sais pas quoi. Ils étaient en peignoir. Enfin, ils faisaient des blagues autour de ça, quoi. Et donc, ça permet de dédramatiser, d'évacuer tout ce qui pourrait nous, on va dire, desservir en termes de crispation inutile. Et puis en fait, c'est très bien parce que du coup, on est au bon endroit du travail. Et après, moi, sur cette scène-là, je savais que il y a plusieurs endroits dans le film où on utilise beaucoup la lumière en contre-jour avec les phares. Et je savais que c'était vraiment pour moi l'élément. C'est vraiment une scène qui a été pensée finalement un peu moins autour des corps, alors que c'est une scène physique, mais plus comment le rapport à la lumière, quoi. Je savais très bien qu'il y allait avoir. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a une sorte de petit dialogue plus qu'une citation. Il y a une scène assez marrante dans Lost Highway de Lynch, dans le désert, une scène d'amour où ils sont éclairés par des phares de voiture. Mais on est en gros du côté de la voiture, quoi, et ils sont éclairés plein pot, avec de bons gros ralentis, avec les cheveux et tout ça, enfin très Lynch quand il y va franco, quoi, comme il fait souvent. Et donc là, bon, pas de ralenti et tout ça, mais il y avait l'idée qu'effectivement on allait être face au phare et qu'ils allaient prendre la lumière de cette manière-là, et qu'à un moment donné, on allait s'écarter très très loin et les laisser un petit peu dans cet espace de refuge, de frange presque industrielle qui s'était trouvé pour s'isoler, quoi. Donc ça, c'était un truc qui était très clair pour moi. Et ça a été une scène qui est assez délicate à trouver au niveau musical, puisque là, pour le coup, c'est du score, c'est-à-dire c'est de la composition, mais vraiment avec un truc qu'on fait beaucoup par ailleurs, c'est-à-dire que c'est et de la musique, mais mélangé avec une espèce de montage son, enfin de matière sonore un peu qui vient parasiter la musique. Et ça a été un peu l'objet parce qu'en fait, c'est la musique qui nous aide à essayer d'être avec eux. C'est pas évident ce qui se joue à cet endroit-là, parce qu'à la fois c'est brûlant, il y a vraiment une sorte d'attirance très forte, de désir, quoi, pur, et en même temps il y a une énorme réticence et il y a presque quelque chose d'un peu tabou. Je la connais pas par cœur, mais il y a une très belle phrase dans les mémoires d'Adrien de Yourcenar sur la ouais, mais ça aurait été bien que je vous la donne. Là, je l'ai pas. Mais en gros, l'idée, mais c'est toujours décevant. Mais l'idée, elle parle de la sacralité qu'il y a dans l'acte sexuel et les tabous et le secret qui entoure comme une sorte d'initiation. Et là, on est quand même s'ils c'est pas du tout une histoire de première fois, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'interdit et de l'ordre du sacré, un peu de ce qui se passe. Donc, il y a quelque chose pour moi dans cette scène comme un peu une cérémonie, quoi. C'était filmé un peu comme ça. Mais ça se sent comme ça. C'est pour ça que c'est une très belle scène. Ouais. Bien, merci. Alors, je crois qu'il y avait une main, et puis, ouais, ce sera peut-être la dernière. On verra. Peut-être une toute dernière. Je suis la dernière main. Un grand merci pour le film, tout d'abord. C'est une belle découverte pour moi.
J'avais une question par rapport, parce que j'ai l'impression que c'est un film qui mûrit depuis de longues années. Est-ce que tu as été tenté de le réaliser en format court, ou est-ce que pour toi, est-ce que tu as été tenté de le réaliser en format court, ou est-ce que pour toi, au niveau de l'évolution émotionnelle de ton personnage, ça s'est imposé comme un format long rapidement pour toi? Non, ouais, ça pas. J'ai jamais pensé à en faire un format court. Ça, je saurais pas trop d'ailleurs à l'adapter en format court. Ça a tout de suite été pensé comme un long métrage. C'était un peu plus long à l'écriture et on a surtout le début, mais de manière générale, on a cherché un rythme au montage qui nous l'a fait descendre, mais parce qu'à la fin c'est un film assez bref, assez court, il fait 1h38, alors que moi je sens ça, je vois quelque part il est raccourci d'une certaine manière. Les scènes s'enchaînent vraiment, quoi, parce que on a cherché notamment avec le son à jamais ou peu, à part justement la scène dont on vient de parler ou quelques-unes, mais on est rarement, finalement, on descend rarement dans les scènes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt un long métrage. Voilà. Alors on en a une dernière des dernières, juste là. Excusez-moi. Merci, oui, j'ai vraiment aussi beaucoup apprécié le film. Question, vous étiez d'origine bretonne, maintenant vous êtes lyonnais, c'est ça? Ouais. Et est-ce que, dans vos futurs projets, est-ce que c'est un endroit qui vous inspire un prochain long, la région? Est-ce que oui. Dans quoi vous êtes parti maintenant comme nouveau projet? Non, là c'est un vieux projet aussi, donc avec une dimension peut-être un peu théorique, mais enfin il faut que je le fasse, donc je vais m'y atteler. C'est un huis clos autour de l'argent. C'est un peu bizarre. Mais voilà, c'est un truc que j'ai écrit il y a longtemps, et là j'ai fini, je l'ai repris un peu, parce que j'étais sur la série là, et j'ai profité de la période de montage pour finir l'écriture de ce long métrage, et là il est parti en financement, et j'ai commencé le casting, et on va tourner ça probablement au début de l'année 2024. Tranquillement, voilà. Mais c'est en huis clos, donc beaucoup de studios. J'espère pouvoir utiliser le studio de Villeurbanne, là, ce qui me permettrait de travailler à côté de chez moi, ce qui est pas mal. Comment ? Voilà. Mais c'est pas gagné encore, ça dépend du financement et tout, quoi. Et après, si j'ai un film aussi en préparation qui se passerait pour le coup en Bretagne, effectivement, autour notamment des abattoirs et voilà, des questions de danse folklorique, c'est des questions qui m'intéressent aussi beaucoup. Rien à voir. Mais voilà. Mais après, la région, bien sûr. J'ai vu d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu L'Innocent de Gage, je trouvais qu'il y avait des trucs sur Lyon il a été bien conseillé, quoi. Je trouvais qu'il y avait des belles images, des belles idées de plans. Mais il y a beaucoup à faire, surtout dans ce quartier-là. Les pentes, c'est hyper intéressant. Beaucoup de choses à faire. Et du coup, donc on pourra déjà voir la série. Oui. À voir quand, dans 9 mois. Début 2024. Et puis après, les autres projets, à voir comment ils se développent. Du coup, juste pour conclure, donc c'était vraiment l'idée de proposer à Vincent, comme c'est le parrain de cette saison, qu'on puisse quand même voir ton long métrage. Au-delà de ça, pour moi, ça initie autre chose qu'on va développer à partir de l'année prochaine, à savoir un rendez-vous qui devrait être mensuel sur les dimanches, et un peu sur ce qu'on appelle, en tous les cas entre nous à Aquarium, le cinéma émergé, c'est-à-dire montrer des premiers, deuxièmes longs métrages
dans l'idéal en présence des équipes, réalisateurs, réalisatrices, comédiens, comédiennes, etc. En se disant voilà, que c'est des fois un cinéma qui est hyper riche. Enfin, franchement, je crois que j'ai rarement entendu autant d'applaudissements à Aquarium à la fin d'un film, donc c'était vraiment trop bien. Ça crée de l'enthousiasme et tout, et ici on a quand même très à cœur d'être un peu voilà, très connecté à ce qui peut se faire actuellement sur des cinémas qui des fois sont moins visibles, dans le sens qu'ils sortent bien entendu dans les cinémas d'art et essai à Lyon, mais des fois on ne les connaît pas forcément, ils sortent peu de temps et tout, donc d'essayer de les remettre en lumière. Donc voilà, c'est un rendez-vous qu'on devrait continuer l'année prochaine, et d'une certaine manière on l'a un peu initié ce soir avec toi. Donc si vous avez des idées, des envies et tout, n'hésitez pas à venir nous voir après la projection. Voilà, je pense qu'on peut applaudir Vincent une dernière fois. Et enfin, tu voulais dire un dernier mot ? Juste, non, encore vraiment merci d'être là et merci pour ce film. Et puis, merci beaucoup. On espère tes prochains avec beaucoup d'impatience. Alors moi, je fais des derniers trucs un tout petit peu chiants. Le bar va rouvrir, vous pouvez rester, discuter et tout, c'est avec grand plaisir. Juste si vous sortez dehors, merci de ne pas sortir avec vos verres. Après 21h, on essaie de faire 100. Vous restez bien devant Aquarium et vous parlez pas trop fort parce qu'on a des voisins autour de nous. Mais voilà, mais sinon on peut continuer joyeusement. À tout de suite, à bientôt, bonne soirée, merci.